tous, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode du podcast de Nakan, le podcast des sportifs connectés. Je suis Hermano et je suis enchanté de vous recevoir aujourd'hui sur ce premier épisode. Mais je ne suis pas seul, je suis aussi accompagné de Grégory alias Nakan. Salut Greg. Salut Hermano. Et nous avons un superbe invité, mais comme il a une présentation qui est juste exceptionnelle, nous allons le laisser se présenter et nous dire un petit peu ce qu'il fait dans la vie. Après, on va rentrer dans la séance de questions-réponses et on espère répondre à toutes vos questions sur le sujet qui va être abordé ce soir, à savoir les algorithmes de nos appareils connectés pour faire du sport sont-ils fiables et peut-on s'en servir pour calibrer nos entraînements? Cher invité, je te laisse te présenter. Alors, mon nom n'est nul autre que le fantastique, le merveilleux, l'extraordinaire et le tout-puissant Denis Boucher. Et il est important pour vous de savoir à ce moment-ci que je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice. Merci beaucoup à toi, Denis. J'adore cette introduction. Elle me fait toujours vibrer. Ça me donne un air un peu étrange, mais on s'y habitue. Et puis, c'est tout plein d'humilité. C'est absolument parfait. C'est le mot juste. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ami Denis Boucher, on va te laisser quelques minutes dans quelques instants pour te présenter. On va peut-être juste faire un bref rappel de ce qu'est le podcast de Nakan. Grégory, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce qu'on fait et puis finalement, qu'est-ce que nos auditeurs ont raté s'ils n'ont pas écouté l'épisode 00? Alors oui, il fallait l'écouter parce que sinon, ils savent même pas qui est en train de leur parler dans les oreilles à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc le podcast de nakan.ch, un podcast dans lequel on discute du sport en général, de la technologie dans le sport, mais pas seulement. On parle aussi d'entraînement sportif, de nutrition, de techniques d'entraînement, enfin bref, tout ce qui a rapport au sport d'endurance. Et puis, dans ce premier épisode, tu l'as très bien dit, on va parler de la pertinence des algorithmes de nos montres d'entraînement. Est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce que c'est la fin de l'âge des coachs sportifs et des médecins du sport? Et on va aborder plein d'autres sujets, parfois avec des invités, parfois juste entre nous deux, Hermano. Et puis, tout ça à un rythme d'un épisode chaque 2 semaines, à retrouver sur podcast.nakan.ch et puis sur toutes les plateformes de diffusion. Alors, on a presque fini les présentations. Malgré tout, je pense que vous l'aurez tous entendu. Alors déjà, on est à distance. On a surtout 3 accents différents. Donc, nous avons Grégory, qui est natif du canton de Vaud, en Suisse, logé entre les Alpes et le Jura, et puis le magnifique panorama du Léman. Nous avons notre magnifique invité, le grand, le sublimissime. Et toi, tu viens d'où, mon cher ami? Québec, ville de Québec, province de Québec, ville de Québec. Magnifique. Et puis votre serviteur, je me plais à le dire, et d'ailleurs j'en parlais encore avec ma famille la semaine dernière, que j'ai été rencontré pas très loin de chez toi, Denis. Je suis franco-italien, marié avec une malgache, je vis au Luxembourg, ma sœur est mariée avec un espagnol et elle vit aux États-Unis. Voilà, comme ça les présentations sont faites, on a fait un petit peu... il manque un peu l'Asie, mais on a presque fait le tour d'une partie du globe, je trouve. Je crois qu'on couvre une grande partie de la planète quand même déjà. Et on espère bien entendu, chers amis auditeurs, que vous êtes éparpillés un peu partout dans le monde. D'ailleurs, on aimerait bien, à l'issue de cet épisode, que vous nous fassiez des petits coucous sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast pour nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Mais avant tout, Denis, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et est-ce que, à ton avis, tu sais pourquoi on t'a invité ce soir? Je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité ce soir, mais je vais le découvrir. Non, je le sais très bien pourquoi vous m'avez invité ce soir. En fait, pour vous faire une histoire courte, je possède un doctorat en médecine expérimentale. Je suis un physiologiste de formation. J'ai passé ma vie dans un laboratoire de physiologie de l'exercice. Alors pour les Français qui connaissent pas forcément la physiologie, je crois qu'on appelait plutôt ça médecin du sport en France, c'est ça? Possiblement. Moi, je fais pas de pratique médicale. Je suis vraiment un chercheur au niveau médical. Je ne sais pas si vous appelez médecin sportif en France, mais disons que mon travail a été toujours en laboratoire, analyser le métabolisme au repos, à l'effort, l'élaboration de programmes d'entraînement. Je touche tout ce qui est athlète professionnel, autant à l'autre extrême, les problématiques de perte de poids, d'obésité. Il faut penser qu'un humain, c'est tout simplement un cerveau connecté à un corps. Alors, on l'analyse de la même manière, mais on a des profils
tout simplement différent. Je crois que les présentations sont faites, messieurs. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je pense qu'on a là l'invité parfait pour répondre à toutes nos questions, Greg. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors je pense que s'il y a quelqu'un sur Terre qui peut répondre à nos questions sur les algorithmes de nos montres connectées et puis de savoir si on peut s'y fier, je pense que Denis, c'est la bonne personne, le bon interlocuteur. Donc je te remercie encore de nous avoir rejoints pour cet épisode. Et puis la première question, elle va venir tout naturellement. J'ai effectué une séance de course à pied juste avant d'enregistrer cet épisode du podcast. Et puis, ma montre m'a dit après cette séance d'entraînement qu'il fallait que je me repose pendant 18 heures avant de faire un prochain entraînement de charge. Donc, est-ce que je peux me fier à cette information à 100%? Non. Il n'y a pas d'erreur à respecter cette norme. Donc, si ta montre te dit repose-toi pendant 18 heures et que tu te reposes pendant 18 heures, il n'y aura pas de dommages majeurs, même ça va être bénéfique. Mais la réalité est que tu pourrais possiblement aller courir de nouveau le lendemain sans dommages majeurs également. Parce que les montres, les algorithmes, il faut penser, on entre des données dans notre moniteur, notre cardio-fréquence-mètre. Lui, il fait des estimations en fonction de ton âge, ta grandeur, et il estime que si tu as 32 ans, que tu mesures 1,85 m, que tu pèses 80 kilos, que tu es comme tous les autres personnes de la planète dans ce même gabarit. Mais les marges d'erreur, lorsque moi je fais des comparatifs en laboratoire, j'ai des marges d'erreur quand même qui vont jusqu'à 30 % au niveau de la dépense énergétique, parfois des erreurs de lecture avec les nouveaux moniteurs, les nouveaux cardio-fréquence-mètres avec lecture au poignet, où le bruit interfère avec la lecture. Denis, je te coupe. Tu peux peut-être juste rappeler à nos auditeurs ce qu'on appelle le bruit dans ces circonstances-là? Oui, le mouvement, exemple, si vous avez beaucoup de poils sur l'avant-bras, ça va interférer avec la lumière verte du lecteur. Si la connexion, votre bracelet n'est pas assez serré au niveau du poignet, si la lecture se fait directement au niveau de l'ossature. Donc, c'est ce qu'on appelle du bruit, de l'interférence, qui va faire en sorte que votre lecture de fréquence cardiaque peut arriver à être anarchique. Et si la lecture de la fréquence cardiaque n'est pas bonne, dites-vous que tous les autres algorithmes de mesure virent totalement fou. Voilà. Et en fait, tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a deux niveaux de lecture avec un cardio-fréquence-mètre pour mesurer la charge d'entraînement. Donc, il y a la fréquence cardiaque régulière pendant la séance d'entraînement, mais il y a aussi la mesure de la variabilité cardiaque qui va donner une information sur l'état de fatigue du métabolisme. Oui, c'est juste. Mais les différentes marques ont différents niveaux de précision au niveau de la mesure de la variabilité cardiaque. Je peux peut-être prendre quelques instants pour expliquer la variabilité cardiaque. Lorsque votre cœur se contracte, votre cœur, avec un électrocardiogramme, nous avons une onde électrique, un complexe, donc QRST qu'on voit sur un électrocardiogramme. Et l'écart entre deux battements cardiaques, si votre système nerveux sympathique est le principal système en fonction, donc que vous êtes relax sans trop de stress, votre variabilité cardiaque va être plus grande. Donc, l'écart entre deux battements cardiaques va être plus grand. Mais plus vous êtes stressé, plus vous êtes fatigué, cet écart devient stable. Et donc, c'est comme ça qu'avec la variabilité cardiaque, on est capable de prédire le niveau de fatigue. Ça fonctionne très bien dans certains cas, mais encore une fois, c'est une question de précision au niveau des différents systèmes. Pour vous donner un exemple, j'utilise moi le système Scotchy Rhythm Plus. C'est une lecture à l'avant-bras. Eux, leur technologie a permis de réduire le bruit pour améliorer la lecture de la fréquence cardiaque, mais ça a affecté leur capacité au niveau de la mesure de la variabilité cardiaque. Alors ça, effectivement, on le constate, et puis ça tombe vraiment bien que tu parles de ce brassard, puisque à l'heure où on enregistre ce podcast, je suis en train de le tester pour le site internet nakan.ch, mais en l'occurrence, on sait aussi plus globalement, pas seulement pour chez Scotchy ou alors les autres brassards de cardio optique ou alors les cardio optiques qui sont intégrés sous nos montres, c'est que n'importe quelle mesure optique ne fait pas une mesure de la variabilité cardiaque, mais une estimation sur une période de temps assez longue. Alors qu'une ceinture thoracique traditionnelle qui va mesurer le signal électrique au niveau du torse, eh bien là, va faire une véritable mesure de la variabilité. Donc,
Le premier conseil qu'on pourrait donner pour se fier un petit peu plus aux algorithmes de nos montres, c'est de porter une ceinture cardio traditionnelle plutôt que d'utiliser un lecteur optique. Oui. Grégory, vu que tu es le patron du site nakan.ch et que tu t'amuses à faire tous ces tests-là, est-ce que c'est donné à tous les appareils qui sont déjà équipés d'un lecteur cardio-optique d'avoir aussi la possibilité de connecter une ceinture cardiaque, ou est-ce que c'est donné à certains modèles, notamment je pense à Garmin parce que j'en utilise une et je sais qu'on a la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre système de mesure? Oui, alors techniquement, en fait, la plus grande majorité et quasiment l'intégralité des montres de sport qui ont un lecteur cardio-optique permettent aussi l'utilisation d'une ceinture traditionnelle, soit en Bluetooth, soit en N+, et maintenant de plus en plus de montres même supportent les deux systèmes. Donc il suffit d'utiliser une ceinture et de le coupler dans les accessoires de la montre pour pouvoir utiliser une mesure de la fréquence cardiaque qui est plus précise que celle fournie par le lecteur optique de la montre. Ok, et du coup j'avais une deuxième question. J'ai pas d'action chez Garmin, mais j'en utilise une et c'est la seule que j'utilise. Moi, j'ai pas la chance d'en tester plusieurs pour l'instant. Garmin propose aussi un système de montre connectée, donc ce qui fait que la montre finalement qu'on utilise pour courir ou pour faire du vélo ou pour nager, on va la porter au quotidien. Est-ce que le fait de l'utiliser très régulièrement va permettre d'affiner ou d'apprendre un peu à la montre à mieux effectuer ces mesures et donc d'avoir des mesures un peu plus précises au fil du temps? Alors les algorithmes dont on parle, ils vont être alimentés par des données qui seront mesurées uniquement pendant les périodes d'enregistrement d'une activité sportive. C'est-à-dire qu'il va pas prendre en compte les données de variabilité cardiaque, par exemple, que je vais avoir pendant la nuit ou pendant la journée au bureau, même s'il lit en permanence la fréquence cardiaque avec le capteur cardio-optique pour me donner une courbe sur toute la journée, il va pas utiliser ces données de variabilité pour alimenter les algorithmes propres à la charge d'entraînement et puis au temps de récupération, etc. Sauf que l'avantage d'avoir des informations à distance, comme je suis beaucoup d'athlètes à distance, tu parles de Garmin, Hermano. Moi, j'entre sur le Garmin Connect, je vois les données de mon athlète et je suis capable de mettre en parallèle toutes les informations. Moi, mon travail est toujours de mettre en relation la charge de travail avec l'évolution de la fréquence cardiaque. Et ces deux paramètres, lorsque je les analyse, m'expliquent comment se comporte mon athlète dans des conditions particulières. Alors, à ça s'ajoute la température, taux d'humidité, bien d'autres informations. Et c'est cet ensemble d'informations qui est important. Même dans un laboratoire, je ne me fie jamais aux instruments de mesure. Parce que même les plus perfectionnés comportent des erreurs d'analyse. Mais alors du coup, comment est-ce que tu fais pour proposer un test à tes athlètes le plus précis et le plus efficace possible? Tu dis que tu te fies pas aux données que te sortent les instruments. Est-ce que tu mesures avec plusieurs instruments pour avoir plusieurs niveaux de mesure? Est-ce que tu mesures toujours dans les mêmes conditions? Si tu dis par exemple que tu mesures tes athlètes, tu leur fais passer un test d'effort dans ton laboratoire, donc ça c'est valable uniquement pour les athlètes qui peuvent se déplacer jusqu'à ta clinique, mais est-ce que tu leur fais toujours passer le même test et en réduisant au maximum les bruits, les interférences ou ce genre de choses? J'établis un contexte. Si tu es à distance, Hermano, et tu veux faire un test de VO2 max, tu as accès à un tapis roulant, je vais t'envoyer un protocole et je vais te dire, Hermano, voici le protocole de test progressif. Prends ta Garmin, envoie-moi l'évolution du protocole, je vais avoir accès à tes données et là, j'ai un contexte spécifique sur lequel je suis capable de faire une analyse. J'ai mis en relation l'évolution d'une fréquence cardiaque avec une charge de travail et je vais avoir ce qu'on appelle une cinétique de consommation d'oxygène, une cinétique de dépense énergétique. Et je suis capable d'aller identifier différents seuils d'échange gazeux, accumulation d'acide lactique, VO2 max, je suis capable de le faire. Si je veux analyser ton évolution, exemple sur un 21 km, pourquoi s'est manifestée la fatigue, à quel moment, dans quel contexte, afin d'améliorer ta prochaine course, ça se fait également. Donc, ce qu'il faut que j'obtienne au départ, c'est quel est le contexte, qu'est-ce que je veux analyser, qu'est-ce que je veux retirer comme information. Bon, je note. Donc, comme j'ai complètement raté mon dernier marathon, ça fera d'ailleurs l'objet d'un prochain épisode. Je te partagerai mes données si tu veux bien. Et puis avec Paul, on se mettra autour non pas d'une table, mais d'un micro, puis on pourra en parler si tu veux. Ah, ça serait fascinant, vraiment. Oui. Je pense qu'il serait intéressant à nos auditeurs de savoir qui est Paul. Paul est mon entraîneur, une personne que je connais. Le double français de moi-même. Paul est une personne que j'ai rencontrée il y a une douzaine d'années en m'installant au Luxembourg, qui était entraîneur d'un club de triathlon que j'ai fréquenté
fréquenté et qui depuis est devenu mon entraîneur personnel, avec qui nous avons une relation plus que partenaire d'entraînement, mais qui est aussi un ami très proche et qui partage, c'est vrai, sur le point de vue de l'entraînement et les valeurs sportives, je pense les mêmes idées que Denis. Moi, je le résumerai en une phrase, Denis. Ping, c'est la minute promo. Le titre de ton dernier livre, courir lentement pour courir longtemps et courir plus vite, c'est ça? Et voilà, courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Voilà, c'est ça. Donc, ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode, mais finalement, ça met en lumière ce que tu nous expliquais au début de cet épisode, c'est-à-dire que pour pouvoir progresser, il n'est pas forcément nécessaire ou il n'est pas forcément bon de suivre uniquement les données qu'analysent les algorithmes de nos montres, mais se rapprocher d'un professionnel et puis savoir un petit peu analyser tous les paramètres et en ressortir des analyses de l'entraînement et fixer des plans, non? Oui. Tu m'amènes, quand tu parlais, mon cerveau sautait d'un coin à l'autre dans ma tête et je me disais, une des choses les plus difficiles pour un athlète, c'est de rester en contact avec les perceptions de son corps. Et ça prend un entraîneur, une vision externe pour ramener un athlète à la base. Parce que l'athlète veut toujours performer, l'athlète veut se surpasser, l'athlète veut dépasser ses limites. Et la première chose qu'il fait, il fait abstraction de ses sensations. Et moi, lorsque j'effectue un test, j'utilise toujours ce qu'on appelle une échelle de perception de l'intensité de l'effort. Et cette perception de l'intensité de l'effort est en parfaite relation dans 95% des cas avec les changements physiologiques. Et si je vois des changements physiologiques, je te donne un exemple. L'athlète devrait être à 8 sur 10 sur l'échelle de perception de l'effort. Sa fréquence cardiaque maximale est de 185. Il est à une fréquence cardiaque de 178. Sa perception de l'effort devrait être à 8 sur 10. Et il me dit, je suis à 3 sur 10, une perception moyenne. Je sais qu'il est totalement déconnecté de la réalité. Donc, c'est à moi de le ramener. Est-ce qu'il est déconnecté de la réalité ou est-ce qu'il a une perception peut-être qui est biaisée? Je sais pas, on parle souvent de la surcompensation à certains moments de l'entraînement ou de la fin de l'entraînement, qui est le moment où on doit arriver au pic de forme avant une compétition. Est-ce que ce serait pas un peu cette sensation-là aussi? Normalement, non. Non, parce que l'évolution va se faire, la perception de l'intensité de l'effort va se modifier en fonction des paramètres physiologiques. Et lorsque tu as un trop grand écart entre ces deux paramètres, la perception de l'effort et les données physiologiques, tu te rends compte que l'athlète se ment lui-même. L'athlète se dit en pleine forme ou se dit en parfait contrôle de sa physiologie alors que c'est pas vrai. Mais peut-être qu'il se ment, mais peut-être aussi qu'il se connaît pas. Parce que quand on est athlète débutant, et j'ai été comme tous les autres athlètes qui sont aujourd'hui des athlètes confirmés, j'ai été un athlète débutant et puis j'ai mis très très longtemps avant de me connaître en tant que sportif. Et puis même en arrivant sur mon premier Ironman, j'avais du mal à jauger mon effort. Et puis alors sur la course à pied c'est facile parce qu'on donne l'énergie qui reste, hein, donc ça c'est évident. Mais par contre gérer la partie cycliste d'un Ironman, ça demande déjà une connaissance de soi qui est importante et se connaître au niveau sportif, je pense que c'est une des choses les plus difficiles à appréhender pour un sportif d'endurance. C'est-à-dire que les préceptes d'entraînement et puis les concepts de base de VMA, de PMA à vélo et ce genre de choses, c'est des choses mathématiques qui sont faciles, mais par contre de savoir est-ce que maintenant je suis à 60% ou à 85% de mon effort, ça c'est quelque chose de très très compliqué, enfin moi je trouve personnellement. Et puis pour revenir un petit peu sur le sujet central de notre podcast aujourd'hui, est-ce que les algorithmes qui vont me donner mon intensité d'effort, par exemple ma Garmin à la fin d'un entraînement va me donner mon training effect aérobie et anaérobie, et puis va me donner un score de 0 à 5 là-dedans en fonction de si l'entraînement était bénéfique ou non dans telle ou telle zone, est-ce que ça peut pas être un support pour apprendre un petit peu dans quels efforts j'ai fourni mon entraînement et puis à quelle intensité je l'ai fait? Ça pourrait, si tu comprends bien, l'évolution de l'utilisation des réserves énergétiques. Parce que le corps humain transite dans l'utilisation de réserves énergétiques. Et ce que tente de faire l'algorithme, c'est de déterminer où sont ces zones. Donc, en endurance, tu utilises des lipides comme source d'énergie. Tu vas transiter une autre zone où tu utilises des glucides, tu produis de l'acide lactique, tu réutilises l'acide lactique et arrive un moment où tu accumules l'acide lactique, qui est ce qu'on appelle la zone d'épuisement. Mais dans tout ce paramètre, ce qu'on appelle la cinétique de consommation d'oxygène, ce que tu dois apprendre, ce que tu dois découvrir, à quelle fréquence cardiaque que ça se manifeste.
et le temps d'utilisation de tes réserves énergétiques. Et ça c'est une zone qui est très très difficile à trouver. Non, donc faux. C'est difficile à trouver quand on ne se connaît pas ou quand on n'a pas les éléments, on n'a pas un coach ou on n'a pas un médecin qui va nous aider à les trouver. De trouver seul son seuil, je pense que même Grégory et moi, en athlètes confirmés que nous sommes, on sera incapable de dire tiens, là on vient de dépasser le seuil, là on est passé de l'anaérobie à l'aérobie. Voilà, c'est exactement ça. Pendant un effort, si j'ai pas mon moniteur de fréquence cardiaque sous les yeux, ou si sur mon vélo j'ai pas mon affichage de la puissance sous les yeux, je vais être incapable de dire au feeling, là je m'approche de mon seuil, là je suis à mon seuil et là je le dépasse. Faux. J'entraîne les gens à ça. C'est faux. C'est faux parce que si vous faites un test à l'effort, et que vous mettez en relation votre perception de l'intensité de l'effort, assumons que vous êtes parmi les 95% de la population qui est bien en contact avec son corps et qui est capable de vraiment... Vous allez identifier ces transitions. À 3 sur l'échelle de perception de l'effort, vous savez que vous êtes en train de transiter du seuil de l'utilisation des lipides vers l'utilisation des glucides. À 8, vous êtes en train de transiter vers la zone d'accumulation de l'acide lactique. Vous êtes capable de cibler ces deux zones. Et à l'intérieur, on est capable, une fois que c'est expliqué, vous êtes capable de savoir à quelle vitesse vous épuisez vos réserves énergétiques. Bon, alors moi, ce que je propose, Greg, c'est que on crée un collectif et dans 6 mois, on aille tous chez Denis pour qu'il nous fasse une formation généralisée et qu'il nous explique à tous comment est-ce que fonctionne cette découverte du seuil. La quête du seuil. Ah, c'est beau! La quête du Saint Graal de l'exercice, la quête du seuil. Mais tout le monde va pas pouvoir venir dans la magnifique et merveilleuse ville de Québec pour pouvoir bénéficier d'un suivi d'entraînement personnalisé par Denis. Donc, est-ce qu'il y a un moyen que les gens peuvent utiliser seuls sur une piste ou avec une montre GPS pour essayer de définir, par exemple en course à pied, leur seuil, leur limite entre l'aérobie et l'anaérobie? Oui, essayons-le subjectivement. Je vous propose un protocole de test. Imaginons-nous sur une piste plane, droite, pas de pente, rien. Une piste d'athlétisme. Oui, une piste d'athlétisme, voilà. Et vous allez, à l'intérieur de 12 minutes, vous allez commencer à courir. Là, vous allez marcher, vous allez commencer à courir lentement, vous allez augmenter votre vitesse. Et il faut que vous arriviez à votre maximum d'intensité à l'intérieur de 12 minutes. Vous allez avoir quelqu'un à côté de vous, peu importe, et là, vous allez prendre des notes. Vous allez avoir l'échelle de perception de l'effort. Je pourrais vous l'envoyer, messieurs, et la rendre accessible à tout le monde en ligne. Vous allez utiliser l'échelle de perception de l'intensité de l'effort. Et là, vous allez cibler. 3, c'est moyen. Lorsque vous transitez vers 4, vous passez de l'utilisation des lipides à l'utilisation des glucides. Vous commencez à produire de l'acide lactique, mais vous allez le réutiliser comme source d'énergie. Vous êtes encore en situation aérobie. Vous allez continuer à progresser. Arrivera l'intensité 8, où vous transitez vers l'accumulation de l'acide lactique, où vous entrez en zone anaérobie. Et lorsque vous aurez ces 3 zones, seuil d'échange gazeux, ce qu'on appelle accumulation d'acide lactique et VO2 max, vous allez tout connaître sur votre capacité et comment utiliser vos réserves énergétiques. Et on pourra en faire un cours en ligne si vous voulez. On pourra l'expliquer à tous les auditeurs, comment faire l'analyse une fois qu'ils auront leurs données. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va mettre en lien cette échelle que tu nous proposes d'utiliser sur le test de 12 minutes sur piste dans les commentaires de cet épisode du podcast sur le site podcast.nakan.ch. Et puis, les gens pourront faire ça. Mais en fait, je reviens, et puis moi, je suis têtu. Ma réponse est non. Je suis je suis embêtant. Mais tu l'as dit toi-même, un coureur peut mal se connaître et mal gérer sa perception d'effort. Et je pourrais très bien commencer sur la piste, alors à l'extrême d'un côté, et dire que mon niveau de perception d'effort après 3 minutes et en ayant juste marché, il est déjà à 5, alors qu'en réalité, pour toi, scientifiquement, il serait à 2 ou 3. Et puis, à l'inverse, je peux très bien courir et puis arriver à mes 9 minutes et puis commencer à passer mon niveau 8 et estimer moi-même, parce que je me connais encore mal, que mon niveau, il est que au niveau 5, par exemple. Je dois te parler en tant que personne qui a fait des milliers de tests de VO2 max. Je te dirais que ça se passe pas comme ça. Il y a personne qui est à 3. Si tu es physiologiquement à 3 et que tu me dis que tu es à 5,
Je te dirais, c'est probablement le cas de Herman Dermano lorsqu'il a fait son marathon à Rotterdam. Impact psychologique. Tu vois, mais la relation entre la perception de l'effort et l'effort lui-même, c'est vraiment très interrelié, très représentatif. Dans 5% des cas, tu vas avoir raison. Ouais, mais alors, si avec la quasiment totalité des athlètes, ça veut dire qu'on arrive quand même à percevoir l'effort à peu près de manière correcte. Oui. C'est rassurant. Mais c'est très rassurant. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces athlètes, et je pense qu'on l'a tous été, qui partent tranquillement, qui accélèrent, qui se disent là c'est bon, j'ai encore de la marge, donc en gros ils se sentent à 5 sur 10 dans l'échelle de perception de l'effort, et puis une fois arrivés à 9 minutes, bah ils ont juste plus rien, voire même ils ralentissent. Et donc ils sont passés de 3 à 5 à 10 en termes de perception de l'effort, alors qu'ils sont même pas aux 12 minutes. Pourtant, ce qu'on leur a demandé, c'est de tenir 12 minutes. Oui. Ben, ils vont avoir augmenté l'intensité trop rapidement. Mm-hmm. C'est une question d'écart entre les différents seuils. Je te donne un exemple, Hermano. Tu t'es entraîné, ton seuil d'échange gazeux est très repoussé. Il arrive à 165 battements par minute et ta fréquence cardiaque maximale est de 175 battements par minute, à titre d'exemple. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Donc, tu vois si tu arrives à 166, tu commences déjà à vider tes réserves de glucides, mais tu es très près quand même de ta fréquence cardiaque maximale. Donc, le temps que tu as pour utiliser tes réserves de glucides, l'espace d'effort est pas très grand. Donc, si tu vas trop gruger dans tes réserves de glucides, tu vas t'épuiser rapidement. Et ça nous donne une courbe. Donc, j'ai des gens, chaque athlète a une courbe différente. Tu as des gens qui vont épuiser leurs réserves de glucides beaucoup plus rapidement qu'un autre. Et c'est ce qui nous permet de découvrir un test à l'effort. Et ça nous permet d'expliquer comment construire tes réserves énergétiques. Sur quelle facette de l'entraînement tu dois travailler, sur quel aspect de ta nutrition tu dois travailler. Parce que la plupart des athlètes ne travaillent que sur l'entraînement. Ils ne travaillent pas sur les stratégies de construction des réserves énergétiques à travers l'entraînement et la nutrition. Et peut-être la préparation aussi mentale et psychologique. Voilà, ben oui. Bon, ça, on pourra aussi en parler dans un autre épisode, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un pan très important de la préparation de l'athlète. Alors ça, c'est sûr. Ça joue un rôle. Pour des épreuves longues d'endurance, c'est quelque chose aussi pour lequel il faut se connaître et il faut avoir fait aussi des entraînements complets, juste pour la nutrition, l'alimentation et puis voilà, tous ces aspects de réhydratation et autres, c'est clair que c'est des aspects clés. Moi, j'ai encore une dernière question par rapport à nos algorithmes qui nous intéressent. La réponse est non. Pour cet épisode. Non, la réponse, à mon avis, est oui. C'est-à-dire que est-ce que un coureur à pied qui se base exclusivement sur les algorithmes de sa montre pour gérer sa quantité d'entraînement et sa charge, est-ce qu'il est entre guillemets protégé du surentraînement par ces algorithmes? Parce que j'imagine que Garmin, Polar, Suunto ou d'autres vont plutôt être conservateurs et protectionnistes dans leurs algorithmes plutôt que d'envoyer les coureurs plus facilement au surentraînement. Ils vont être plutôt de l'autre côté de la barrière et puis privilégier des temps de récupération probablement un petit peu plus longs que ce qu'il faudrait idéalement, mais pour éviter que tous les clients de Garmin aient jusqu'au surentraînement et puissent prendre un procès de masse aux États-Unis, comme on entend parler dans les journaux. Donc j'imagine que si ma montre me dit 18 heures de récupération après ma séance de ce soir, comme tu le disais en introduction, je prends pas de risque à suivre ces 18 heures pour m'entraîner ensuite, mais simplement, j'aurai pas un entraînement qui sera optimal. Non, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que les algorithmes vont être utiles pour les débutants. Mais quand tu arrives à un niveau plus élite, comme toi, Hermano, et toi, Grégory, vous avez besoin d'un encadrement beaucoup plus pointu que le fait de se fier à un algorithme. Un algorithme fait une estimation de ce que vous êtes et ce n'est pas une analyse approfondie en temps réel. Et c'est selon moi ce qu'a besoin un athlète. On va se servir des informations que vont nous fournir les Garmin, Polar et autres systèmes de ce monde, mais il faut un œil extérieur, quelqu'un d'habitué pour faire une analyse plus précise. Donc, pour des conseils d'entraînement individualisés, personnalisés, pour moi, et pas seulement pour moi en tant qu'être humain qui correspond à la moyenne des athlètes de Garmin, mais pour moi, personnellement, il me faut un entraîneur sportif et puis quelqu'un qui m'encadre dans mon entraînement. Ben, si vous voulez progresser, je crois que oui. C'est la seule manière. Parce que c'est très énergivore de préparer son propre programme d'entraînement, d'essayer de comprendre comment est-ce que je fais pour m'améliorer.
Tandis que Hermano, la stratégie qu'il a employée avec Paul est que Paul élabore l'ensemble de son programme. Hermano ne fait que courir. Le travail d'un athlète est de s'entraîner, n'est pas nécessairement de réfléchir à toute sa préparation. Ça lui prend quelqu'un pour le faire. Je suis tout à fait d'accord. Je valide. Je crois qu'il y a un mot une expression qui est très à la mode en ce moment, qui est la charge mentale. Et c'est vrai que le fait de s'entourer de personnes qui connaissent leurs domaines respectifs d'activité permet à l'athlète de se libérer de cette énorme charge mentale. Alors on a parlé d'un entraîneur pour la préparation des plans, mais tu l'as dit Denis, je pense qu'il faut aussi être encadré d'un médecin sportif ou du moins d'un professionnel qui va nous faire passer des tests d'effort, qui va nous faire des recommandations et même au-delà qui va nous suivre, qui va nous proposer un suivi. Et à ton avis, quel serait le suivi idéal d'un athlète qui veut alors plus forcément débutant, mais qui court déjà ou qui fait déjà du sport à un niveau assez élevé et qui voudrait performer. Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire un test d'effort tous les, 2 ans, 3 ans ou 3 mois? Tous les 3 mois. Oui, parce que l'évolution est énorme. Et si on veut prévenir le surentraînement, regarde, ce matin même, j'ai un de mes athlètes qui se prépare pour un marathon et par la suite un ultramarathon. A développé une périostite. Et donc, tout l'ensemble des questions qu'on doit se poser, et pourquoi? Et on se rend compte qu'avec le travail qu'il a, on arrive à un maximum de 55 km de volume par semaine. Si on dépasse le 55 km de volume, tout craque de partout. Mais c'est pas un athlète à temps plein, c'est un homme d'une quarantaine d'années, vieillissant, qui a un travail, une famille. Il faut tenir compte de l'ensemble de ces facteurs. C'est bien que tu l'abordes, ce sujet-là. Alors, être un athlète, qu'on soit amateur éclairé ou même plus, voire même sportif élite, ça nécessite de prendre en considération tous les paramètres qui sont autour. L'entraînement, le travail, la famille, l'espacement entre ton lieu de résidence et l'endroit où tu vas faire tes entraînements, les conditions climatiques, parce que là on parle, Grégory est suisse, toi tu es au Québec, moi je suis à Luxembourg. Les étés, c'est sympa pour courir. L'hiver, quand il fait moins 20, moins 30, moins 50, c'est peut-être autre chose. C'est très différent. Alors, pour moi, on a répondu aux questions majeures que je me posais ou en tout cas sur lesquelles j'avais des pistes de réponses possibles. Est-ce qu'on peut s'y fier? Alors, on peut s'y fier jusqu'à une certaine mesure, mais l'entraînement ou les conseils qui sont donnés par ces algorithmes, ils sont pas personnalisés, ils sont pas forcément super précis pour moi-même, mais ils correspondent à la moyenne des coureurs qui ont chargé des données chez Garmin ou d'autres. Et puis la deuxième chose, on y a répondu en introduction, c'est que vu que la plupart de ces algorithmes fonctionnent sur 2 données, la fréquence et la variabilité cardiaque, il vaut mieux avoir une mesure précise de ces 2 données pour avoir des résultats qui sont un petit peu plus utilisables au niveau des algorithmes. Et puis enfin, on rappellera de manière générale que l'encadrement d'un professionnel, d'un entraîneur, d'un médecin du sport ou en tout cas de quelqu'un qui peut nous faire passer un test d'effort, est autrement plus important que de se baser sur simplement du logiciel. Et puis juste encore une petite parenthèse pour faire un petit teaser pour un des prochains épisodes du podcast, parce que moi je vais aller faire un test d'effort très prochainement à vélo dans un labo pas loin de chez moi. Et puis ce sera l'occasion pour Hermano et moi d'enregistrer un prochain épisode du podcast là-bas avec les personnes qui auront réalisé ce test d'effort pour moi. Donc c'est des choses qu'on va très probablement aborder dans un épisode futur de manière beaucoup plus précise. Mais voilà, l'accompagnement de professionnels pour quantifier sa charge d'entraînement sera toujours beaucoup plus précise et on pourra arriver à des résultats bien meilleurs que si on le fait soi-même à l'aide d'algorithmes qui restent quand même des généralités. Très bon résumé. Puis-je donner un conseil en terminant pour les gens qui iront effectuer un test de VO2 max par eux-mêmes? Votre santé, votre sécurité est la priorité. Si vous présentez des facteurs de risque pour la santé, consommation de tabac, obésité, manque de sommeil, stress, hypertension, hypercholestérolémie, vous ne faites pas le test. Et le but du test n'est pas de vous faire mourir. Si vous arrivez à une échelle de perception de l'effort de 8 et que vous pensez que vous allez manquer de carburant, vous interrompez le test. Santé, sécurité en premier. Et puis on rappellera que la bonne pratique veut que si on reprend une activité sportive intensive ou en tout cas qu'on veut réaliser un test d'effort
de ce type-là, eh bien, il vaut mieux aller faire un électrocardiogramme complet chez un cardiologue avant pour éliminer tout risque d'accident. Voilà, rencontrez votre médecin avant de faire des conneries. On n'est jamais à l'abri, mais on peut quand même prévenir et éviter certains accidents qu'ils peuvent. Donc, il faut se rappeler, messieurs, qu'il y a du monde assez con pour mourir pendant un marathon. Hein? C'est plus important pour eux de terminer le marathon que de rester en vie. Alors, effectivement, on voit malheureusement ce genre de drame arriver très fréquemment sur les grands marathons. Et puis, pour moi qui suis triathlète, j'ai appris avec tristesse lors du dernier Ironman d'Afrique du Sud que 2 athlètes avaient perdu la vie dans la partie de natation au début par probablement le stress. On sait que le risque d'accident cardiaque est plus fort le matin quand on se lève que en milieu de journée. Et puis tous ces paramètres mis côte à côte font que l'Ironman, surtout avec un départ très tôt le matin et puis le stress induit par la natation pour beaucoup, c'est dangereux. Mais on va pas s'empêcher de faire du sport malgré ces choses-là. Simplement, c'est des choses qu'on doit prévenir et puis pour lesquelles on doit faire attention, et aller faire un électrocardiogramme avant de faire un test d'effort, c'est simplement une sécurité qu'on se doit de suivre. Sagesse. Avant qu'on se dise au revoir, Denis, pour ceux qui voudraient continuer la discussion ou même qui voudraient rentrer en contact avec toi pour avoir un peu plus de détails et puis peut-être des informations sur les services que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mon magnifique site internet denisboucher.com. Je suis là toujours en vidéo à vous raconter toutes sortes d'histoires sur l'entraînement, le métabolisme, la physiologie. Alors n'hésitez pas à venir me visiter. Alors le lien sera aussi publié dans le descriptif du podcast. Je dois dire que Denis, je t'ai découvert lorsque tu faisais des podcasts, parce que maintenant tu fais surtout des vidéos, tu donnes des cours, des formations en ligne, mais je t'ai découvert sur tes premiers podcasts. Et pour ceux qui n'ont pas écouté ces épisodes et qui ont aimé l'épisode qu'on vous a proposé aujourd'hui, courez sur votre lecteur de podcast, cherchez le doc Denis Boucher. Mais en tout cas, je vous assure, ce sera des bonnes grosses barres de rire qui vous feront, j'en suis persuadé, réfléchir à comment vous vivez votre entraînement ou même votre vision du sport et de la prise de poids, de l'obésité et autres. Et puis ça permettra surtout de pouvoir patienter jusqu'au prochain épisode du podcast de nakan.ch. Tout à fait. Donc www.podcast.nakan.ch. Juste avant de finir, Grégory, toi, si on veut te retrouver sur Internet, avoir quelques informations, où est-ce qu'on te retrouve? Alors moi, c'est nakan.ch, donc sans le podcast avant. Et puis c'est le site Internet. Et puis là, on retrouve les liens vers tous les réseaux sociaux et puis le site où on retrouve les tests de montres cardio GPS et de tous les autres gadgets qu'on peut utiliser dans le monde du sport connecté, des conseils sur comment les utiliser, etc. Et pour conclure ça, Hermano, est-ce que toi, après ton podcast Salut les sportifs qui nous a accompagnés jusqu'à ton marathon de Rotterdam, qui est maintenant derrière nous, est-ce que on te retrouve quelque part? Alors moi, on me retrouve sur salut-les-sportif.com, mais on me retrouve aussi sur un peu tous les réseaux sociaux avec le pseudonyme Iron Manolux. Je remercie encore Denis d'avoir participé à cet épisode du podcast. Tout le plaisir a été pour moi, messieurs. Le Québec vous salue. Merci beaucoup. Et puis moi, je donne rendez-vous à tous nos auditeurs dans 2 semaines pour un prochain épisode du podcast. Denis, c'est avec grand plaisir qu'on te retrouvera pour un prochain épisode. Avec plaisir. Au revoir. Ciao, ciao.